Oui, Jean-Pierre Leclerc de l'INRS. J'ai une question pour Monsieur Pourchet. Sur les fabrications additives métalliques, hein, effectivement, on observe beaucoup de poudre qui n'est pas utilisée. Là, pour le coup, on est dans un système gagnant-gagnant parce que d'un point de vue économique, moins on perd de poudre, mieux c'est. Et d'un point de vue prévention, plus on limite à la source l'émission de poudre et moins on a de risque d'exposition. Où en sont aujourd'hui les recherches sur l'optimisation de la quantité d'utilisation de poudre, et est-ce qu'on peut envisager à long terme d'avoir quasiment 100% d'utilisation sans faire de recyclage, hein, 100 ans? Alors, je vais vous répondre en faisant une pirouette, mais je pense que ma réponse peut vous satisfaire, vous allez me le dire. Donc l'aspect réutilisation, mais notamment il y a aussi maintenant quelque chose qui est vraiment le recyclage. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à des modifications de la poudre trop importantes pour pouvoir la réutiliser, il y a des entreprises, je pense notamment à Tecna qui fait ça, qui vous retraite cette poudre pour qu'elle ait des performances similaires à la poudre initiale. Donc en termes d'économie circulaire, oui, il y a c'est plutôt de la conception, je dirais. Alors peut-être que Julien, s'il est encore dans la salle, pourra certainement intervenir, il est plus performant que moi. Oui, en termes de conception, on peut imaginer une conception de plateau, etc., pour utiliser le maximum de poudre initialement, ou le maximum de pièces imprimées sur un même plateau. Donc ça, c'est une première voie. Et la deuxième voie qui est aussi utilisée avec des entreprises spéciales, donc c'est de recycler après la poudre qui a été recyclée, enfin qui a été réutilisée un nombre trop important de fois pour pouvoir être réutilisée dans le process, pour lui faire revenir à des propriétés initiales similaires à, voilà, pour pas perdre vraiment. C'est les deux voies en termes d'économie circulaire pour optimiser un peu cette poudre. Est-ce que ma réponse vous satisfait ou pas du tout ? Du coup. Non, il faut le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est bien de répondre à une question qui n'est pas posée. C'était pas tout à fait ma question, mais c'est votre réponse. Non, ma question, c'était justement sur la première voie, hein, d'optimisation de l'utilisation. Et est-ce qu'on peut espérer, à long terme, pas à court terme, d'arriver à 100% d'utilisation, justement en évitant cette phase de recyclage? C'est ça. Donc je pense que c'est Julien qui va plus vous répondre que c'est sur la conception des plateaux. Donc je pense que c'est l'une des préoccupations, je ne sais pas si c'est là. On va passer le micro. Aussi parce que c'est un coût, mais... Donc Julien va vous répondre. Non, en fait, on ne peut pas utiliser 100% de la poudre, parce que qui dit moins de poudre dit plateau plus bas. Donc à un moment, sauf si on fabrique des pièces qui ne montent pas en hauteur, on ne peut pas utiliser tout. Nous, ce qu'on faisait à IPC dans un cadre de production industrielle, c'est qu'on avait constamment un mélange poudre neuve, poudre recyclée. Et ce qu'on fait aussi dans nos machines en binder jet, on a un ratio qu'on maintient tout le temps. On analyse la poudre régulièrement. Alors j'en profite, j'ai le micro parce que du coup, j'aimerais bien qu'on parle des courbes de granulométrie que tu avais mesurées. Mais globalement, on a toujours, de manière industrielle, un mélange neuve et recyclé, sauf en aéronautique où les matières sont qualifiées et du coup, il faut que de la poudre vierge. Et du coup, si vous achetez une machine pour faire du titane, il y a Airbus qui va vous appeler pour vous refourguer de la poudre, parce qu'ils essaient de la revendre, du coup, celle qu'ils ne peuvent plus utiliser pour leurs pièces. Et en médical, c'est 5 recyclages, autorisé maximum. Et là, pour le coup, ils ne remettent pas de neuve à l'intérieur. Mais ça dépend vraiment à chaque fois. Et concernant les essais de recyclabilité, j'en ai fait quelques-uns. De toute façon, là, vous avez fait combien? 6 cycles. Donc normalement, on voit quasiment rien. Nous, on avait vu que c'est à partir de 25-30 qu'il se passait quelque chose, à partir de 40-50 où vraiment la poudre devenait difficilement utilisable. Ce qui veut dire que quand on est sur des poudres qui ne s'oxydent pas trop, genre acier, inox, etc., on peut les utiliser, je ne veux pas dire pour l'éternité, tant qu'on met de la poudre neuve dedans, mais quasi. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous livre... Allez, j'ai pas mal de questions sur le chat. Je reviens à Madame... Alors, attendez, que je me... La protection de la femme enceinte, allaitante, voulant procréer est un point très important. En effet, quid de la protection des hommes voulant également avoir un enfant? Le risque est-il différent, inexistant? Laureline Coates. Ça dépendra du procédé et des substances en question, mais effectivement, il y a des substances qui peuvent avoir un impact aussi sur la reproduction masculine. Donc, voilà. Et pour ça, les fiches d'émetteurs peuvent vous donner déjà un premier niveau d'information sur les dangers pour la reproduction. Je reste avec vous. Comment améliorer l'identification des entreprises utilisant l'AFA par les SPST? Quelles questions poser en visite terrain pour cibler leur utilisation? Et merci par avance, je dis tout.
pouvez répéter la question ? Je peux répéter la question. Comment améliorer l'identification des entreprises utilisant la fabrication additive par les SPST ? Quelle question poser en visite sur site ? C'est-à-dire que l'entreprise et l'employeur est tenu de faire une évaluation des risques normalement, de la formaliser dans le document unique. Il y a d'ailleurs eu des dispositions réglementaires pour le préciser. Et de tenir le médecin du travail, et donc le service de prévention et de santé au travail, au courant de cette évaluation des risques. Donc normalement, on doit l'être de par ce fait-là. Après, je vous ai demandé de répéter la question, mais j'ai du mal à la comprendre. Je ne sais pas si ça aura répondu à la question, j'imagine que alors, non. Je ne peux pas interpréter... Mais sinon, à part interroger effectivement les entreprises qu'on est amené à suivre et puis les salariés sur effectivement leur poste de travail, faire des études de poste. Sinon, je n'ai pas d'autre idée. C'est déjà très bien. De toute façon, si on n'a pas les bonnes réponses, le chat s'enflamme tout de suite. Donc, on le saura dans très peu de temps. Autre question, plutôt pour Monsieur Pourchet. Vous avez parlé de 1,73 mg par mètre cube, mais quelle durée ? C'est hyper précis. Oui, donc c'est vrai que je n'ai pas précisé. Donc, il y a deux choses. Il y a les expositions réglementaires sur 8 heures en termes de gravimétrie. Là, ce n'était pas du tout le cas. Donc là, c'était vraiment sur des durées en fonction. Il faudrait regarder, en fait, parce qu'il y a beaucoup de résultats que j'ai montrés. Dans les phases de déballage, de nettoyage, tout est avec la métrologie temps réel, tout a été minuté. Donc oui, effectivement, je n'ai pas donné les durées en fait, qui varient en fonction des différentes phases, des différents procédés. Mais ce n'est pas des analyses réglementaires sur 8 heures. C'est comme l'expliquait en fait Sébastien dans sa présentation, on équipe l'opérateur avec un harnais qui a des appareils temps réel et des cassettes de prélèvement avec une petite pompe qui permet de mesurer ce que l'opérateur aurait pu inhaler s'il n'avait pas ses EPI. Et donc là, ce n'est pas des mesures réglementaires sur 8 heures, c'est des mesures un petit peu différentes pour comprendre quelle phase de travail est exposante ou pas. Je reste avec vous. La variation de composition chimique influe-t-elle sur les propriétés du produit fini ? De propriétés finies. Alors moi, je m'intéresse en toxicologie. Donc, si vous vous intéressez au niveau du produit fini, je pense que c'est un petit peu, un peu la réponse de Julien. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du matériau. Et je le cite, parce qu'il n'a pas le micro, mais pour les inox, on peut aller sur des choses assez importantes en termes de recyclabilité. Pour l'alu, le titane, certainement un petit peu moins, parce que c'est des poudres qui s'oxydent plus. Donc voilà. Donc après, faire une généralité, c'est un peu compliqué, mais là, les éléments de réponse. Je vous en prie. Oui, merci. Une question aussi pour M. Pourchet. Vous avez montré donc tout à l'heure que l'opérateur, ou plutôt la quantité de particules dans l'air devant la machine était 10 fois inférieure à celle qu'on pouvait trouver à l'intérieur de la machine. Donc on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Et quelle est la conclusion derrière au niveau des EPI ? Quelle est finalement... en dehors des phases d'ouverture et de ou de nettoyage, de maintenance ou de remplissage de la poudre sur d'autres machines, quel est le conseil en termes d'EPI pour les opérateurs qui seront devant la machine ? Oui, tout à fait. Alors, plus que même que 10 fois inférieur de ce qui se passe à la source, je pense que l'un des points les plus importants de ce que l'on a au niveau dans champ proche, c'est qu'on a le même ordre de grandeur quasiment que l'aérosol de fond. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'aérosol de fond, quand on se met à 1 mètre ou 2 de la machine, on a vraiment des concentrations en nombre de particules au cours du temps qui ne sont pas très importantes. Par contre, ce que l'on a vu, c'est pour l'opérateur, pour certaines phases bien spécifiques, il n'y a pas de secret. Quand vous ouvrez la machine, que vous mettez la tête dedans, que vous récupérez le plateau, et là, c'était dans un cas, je ne l'ai pas précisé, mais dans un centre de recherche, sur la plateforme Adifab à Lénise, à Saint-Étienne. C'est très particulier, parce que dans les centres de recherche, on change de matériaux très souvent sur les machines, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie. Donc, on a aussi un nettoyage de la machine complet qu'il faut faire de manière extrêmement fréquente. Et là encore, ce sont des phases qui sont très spécifiques au centre de recherche, mais qui peuvent être très exposants. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Au niveau de l'aérosol de fond, en champ proche, surtout quand la machine est fermée, etc., il ne se passe rien de particulier en termes d'exposition. Par contre, oui, quand l'opérateur ouvre la machine, qu'il intervient à l'intérieur, oui, il peut y avoir une exposition avec des pics ponctuels que l'on voit en métrologie temps réel et surtout une gravimétrie qui induit que oui, il faut se protéger. Donc, bien entendu, ça sera encore mieux avec un captage à la source, mais bien entendu aussi avec des EPI.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai Oui, encore pas allez-y, répondu à la question. Oui, complétez. Je vais juste compléter. Du coup, en dehors des phases de maintenance où on a ouvert, quel est finalement le pays minimum? De toute façon, on pourra toujours. Ou éventuellement, faut-il réellement un EPI? Et puis, éventuellement, pour des visiteurs qui passeraient, est-ce qu'ils doivent tous revêtir des EPI ou pas? Alors là-dessus, donc on a aussi travaillé, mais je pense que François-Xavier va vous en parler prochainement sur les phases transitoires comme le nettoyage du local. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. La fréquence du nettoyage du local, etc. Parce que si vous êtes dans un local parfaitement propre, sur lequel il n'y a pas de remise en suspension lorsque vous marchez, c'est différent que si vous êtes un local justement où il y a une remise en suspension. Mais après, j'irai même plus loin. En cours de la fabrication, normalement, l'opérateur n'a pas besoin d'être devant la machine. Au cours de la fabrication, normalement, il n'y a pas forcément d'opérateur devant la machine, donc ce n'est pas forcément une source d'exposition. Enfin, il faut vraiment déterminer à quelle phase on a besoin d'un opérateur. Souvent, ce sont des phases sur lesquelles il va intervenir, il l'ouvre, et là, ce sont des phases sur lesquelles il a besoin d'être protégé. Mais sinon, effectivement, si vous êtes dans un local parfaitement propre, que vous êtes visiteur, quelle est vraiment l'utilité des EPI par rapport aux mesures d'exposition? En fait, il faudrait faire des mesures d'exposition, on ne peut pas forcément généraliser, mais d'après nos mesures, ce n'est pas forcément indispensable de s'habiller en scaphandre si vous êtes dans un local propre pendant une fabrication sur laquelle vous avez un capotage efficace de la machine. Là, j'ai répondu à votre question. Allez, j'ai encore une ou deux questions rapidement. J'en ai encore une à poser ici. Allez-y, je vous en prie. Oui, et en complément de ces remarques-là, pour aller jusqu'au bout, est-ce qu'il y a eu une étude de l'influence sur l'aérosol ambiant d'une phase de maintenance nettoyage machine? C'est-à-dire qu'on protège, on fait cette phase-là, donc manifestement il y a du brassage de poudre, de poussière, etc. Et donc après on va refermer tout ça bien, ok, mais qu'en est-il de l'aérosol ambiant? Oui, donc on a mené une étude sur les phases transitoires, notamment donc le nettoyage du local et aussi par exemple d'arrêter ou de remettre en route la ventilation du local. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a vu qu'il peut y avoir des remises en suspension qui peuvent être faites, tout à fait. Donc il me semble que c'est des données qui vont être présentées par François-Xavier dans sa présentation, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais tout à fait. Donc ça, c'est mes données qu'on a publiées, qui sont disponibles dans la littérature maintenant. François-Xavier est beaucoup cité. De ce matin, il arrive tout à l'heure. C'est le chef de projet, c'est notre chef. Mon Dieu. On parle souvent, je m'adresse à vous, Madame Violande, on parle souvent des opérateurs, mais comment sensibiliser les dirigeants aux questions de santé-sécurité autour de la fabrication additive et les inciter à mettre en œuvre la prévention dans le projet? Oui, alors que ce soit fabrication additive ou tout autre projet Disons d'ailleurs. que c'est adapté à la journée, mais en effet, on peut être beaucoup plus général. Et bien, à chaque fois qu'on met en place un nouvel outil, un nouvel équipement ou une nouvelle machine, de toute façon, le principe, la préconisation est toujours d'intégrer le maximum de personnes, limite de créer un comité de pilotage dans lequel il y aurait des salariés, des opérateurs qui font l'activité, mais aussi effectivement différentes personnes de l'encadrement allant jusqu'à la direction. Parce que l'analyse du besoin, l'analyse du risque et la détermination, l'identification des mesures de prévention, elle se fait de façon collective pour qu'elle soit vraiment efficace et mise en œuvre. Les dirigeants, ils sont sensibles? Pour ceux que j'ai rencontrés, ils entendent, ils finissent par entendre quand même s'il y a des petits points bloquants, des fois parce qu'on est toujours dans le conflit production-sécurité. Mais en plus, avec toutes les connaissances et toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui sur le type de risque, etc., je pense qu'ils peuvent entendre, oui. Je pense qu'il faut les mettre dans la boucle au même titre. On progresse. Oui. On progresse. Oui. Un suivi médical renforcé comprend-il obligatoirement ou facultativement des examens médicaux complémentaires de type dosage toxicologique, urinaire ou sanguin, radiographie pulmonaire, etc. Laureline, je pense que c'est pour vous. Si ce n'est pas dit, c'est... Non, je pensais avoir été claire dans ma présentation. En fait, le suivi individuel renforcé, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui définisse les examens complémentaires à réaliser. Donc, encore une fois, c'est à l'appréciation du médecin du travail qui évalue la pertinence de réaliser des examens complémentaires, notamment de la biométrologie en fonction du procédé mis en œuvre, des substances auxquelles on peut être exposé. Et là, il n'y a pas de spécificité particulière par rapport à la fabrication additive, par rapport au suivi individuel renforcé.
toute dernière question, je pense que ce sera pour Monsieur Pourchet. Pourquoi l'exigence de recyclage est plus exigeante dans l'aéronautique que dans la santé? Merci. Alors, je pense que le ton était à peu près de cet ordre-là. Alors, encore une fois, ma présentation, c'est vraiment ma spécialité, c'est l'inhalation des particules et des fins toxicologiques. Donc, je ne suis pas un expert, mais j'ai cité dans ma deuxième slide avec l'iceberg qu'il y avait un VO réglementaire. Donc, l'aéronautique ou le médical, c'est quand même des choses où il y a une réglementation qui est très forte, et c'est pour des raisons notamment réglementaires en termes de sécurité. Après, sur quoi sont basées ces mesures, ces réglementations, ça c'est une autre question et je ne me permettrai pas de répondre. Le débat peut évidemment continuer. Je suis aussi obligé...